Après, on a aussi choisi de faire remonter à la fin de chaque partie une question qui aura été posée dans le chat pour pouvoir la développer à l'oral et c'est Camille qui va s'en charger. Donc, concernant le webinaire, il va vous être présenté par Arthur Maître et par Coralie Lopez, qui ont tous deux développé chez Culture Patrimoine une technicité et qui sauront parfaitement vous expliquer les sujets. Donc pour le webinaire, il va être découpé en 3 parties. Donc il y aura une introduction sur la location nue. Ensuite, il y aura une première partie sur le régime de la location meublée, donc qu'elle soit non professionnelle ou professionnelle. Et en seconde partie, on verra la détention par le biais d'une société. Donc, en amont de la présentation, vous avez dû recevoir un formulaire de prérequis. C'était tout simplement pour voir quelles étaient vos attentes pour aujourd'hui. Donc, on peut voir qu'il y a une très grande partie d'entre vous qui détiennent déjà du patrimoine immobilier locatif. Pour les régimes de location, donc on peut voir qu'il y en a beaucoup qui détiennent en location nue et qu'il y a la moitié environ qui détiennent en location meublée non professionnelle et qu'il y a aussi une petite partie qui détiennent en location meublée professionnelle. Pour la détention, c'est essentiellement détenu en direct, mais on peut voir qu'il y a aussi une partie d'entre vous qui détiennent votre patrimoine locatif immobilier par le biais d'une société. Et donc, concernant vos attentes, on peut voir que c'est assez équilibré entre les deux parties. Et donc, on espère qu'on pourra répondre à vos questions pendant la présentation. Donc ensuite, dans la liste des participants, on peut voir qu'il y a des professionnels, mais aussi des clients. Donc, merci encore à vous d'être là aujourd'hui. Je vais juste dire un mot sur Culture Patrimoine pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. Donc, on est un cabinet en gestion de patrimoine et un family office indépendant. Donc voilà, on existe depuis maintenant plus de 15 ans. On aime bien illustrer notre métier par cette image du Sherpa patrimonial dans l'Himalaya. Voilà, notre objectif, c'est de devenir votre interlocuteur de référence, votre guide pour tout ce qui concerne vos sujets patrimoniaux. Et on veut faire ça avec une technicité qui est reconnue, avec une expérience, puisqu'on est là depuis plus de 15 ans, et une fiabilité dans le temps. Enfin, si on devait se poser 4 questions sur Culture Patrimoine, qu'est-ce que ce serait? La première, notre métier, qu'est-ce que c'est? Donc, ça va être de vous offrir des services patrimoniaux de conseil avec ensuite, une phase de mise en œuvre et un accompagnement dans la durée. Pour quel objectif? C'est ce que je vous disais, c'est de devenir votre interlocuteur de référence sur l'ensemble de vos sujets patrimoniaux. Ensuite, pour qui? Donc, ce n'est pas seulement pour les personnes qui ont un gros patrimoine ou des revenus importants. Voilà, ça va être pour toutes les personnes qui vont se poser des questions patrimoniales, que ce soit sur la retraite, sur la transmission, sur l'immobilier comme aujourd'hui. À partir du moment où vous vous posez des questions que nous, on aura une plus-value à vous apporter là-dessus, on va vous accompagner. Et ensuite, comment? C'est avec une technicité, une expérience et une fiabilité. Donc, je vous présente Monsieur Patrimoine qui va nous accompagner tout au long de la présentation pour pouvoir illustrer les différents cas pratiques qui vont être abordés dans le webinaire. Et donc voilà, je vais laisser maintenant la parole à Arthur pour pouvoir rentrer dans le vif du sujet et je vous souhaite un excellent webinaire. Merci Chloé pour l'introduction. Donc, comme vous êtes tous mutés, vous pouvez pas nous dire si vous avez des questions. N'hésitez pas à utiliser le chat pour qu'on puisse y répondre au fur et à mesure des questions, notamment techniques. Donc là, on va aborder la première partie qui est la partie de la location meublée et des différentes optimisations s'y rattachant. Donc, le webinaire, là, en 1 heure, pour aborder la location meublée et la détention via une société ou non, c'est très rapide. Donc, des parties, on s'excuse par avance si on survole un slide qui est celui qui vous intéresserait davantage. Et donc, on vous invite, auquel cas, à prendre après contact avec nous pour qu'on puisse détailler et s'intéresser à votre situation personnelle. Donc, en commençant par le commencement sur la location. Donc, on a vu là, dans les prérequis, les 2 tiers d'entre vous détenaient au moins un bien
en location nue, donc qui est, on va dire, la location un petit peu par défaut. Donc, la location nue, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un bien qui est vide ou non meublé par définition, en tout cas au sens de la loi. Et donc, comment on déclare de tels revenus? Alors, on va s'intéresser au fiscal hein, sur ce slide. Eh bien, on prend ce qui rentre, les loyers, on déduit un certain nombre ensuite de charges. Donc, les charges, c'est quoi? C'est de l'assurance, c'est une partie de la taxe foncière, des charges un peu classiques. Et s'il y a un emprunt contracté pour l'acquisition de ce bien, on peut y déduire également les intérêts d'emprunt et l'assurance de l'emprunteur. Donc, une fois qu'on déduit tout ça, généralement, le revenu foncier taxable, donc le résultat, est supérieur à zéro, voire nettement supérieur à zéro. Et ce résultat, lui, passe sur votre feuille d'impôt. Hein. Là, vous êtes en train de faire votre déclaration pour les revenus 2020, donc c'est maintenant que ça devrait vous parler le plus. Et ce résultat, il est taxé à votre tranche TMI, c'est tranche marginale d'imposition, votre tranche d'impôt la plus haute. Hein. Donc, la plus haute en France, c'est 45%, plus prélèvements sociaux 17,2, plus éventuellement, pour les plus heureux ou malheureux, la CEHR, la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, qui peut aller de 3 à 4% en fonction quand on dépasse certains seuils de revenus du patrimoine. Donc, si on somme tout ça, on voit que l'imposition peut aller jusqu'à plus de 66%. Donc, les 2 tiers du résultat qui repartent en impôts et charges sociales. Donc, ça fait très mal. Et donc, tout l'enjeu, c'est justement de voir un peu comment on va pouvoir optimiser ça pour que vous puissiez faire autre chose de votre argent que le rendre aux impôts. Donc, sur la location nue, juste un petit point. Les travaux, c'est souvent une question. Je fais des travaux. Est-ce que je dois faire de la location nue? Est-ce que je dois faire autre chose? Quelles sont les contraintes? Juste un petit zoom sur une contrainte spécifique, parce que c'est un cas où on remarque que nos clients ne le connaissent pas et on ne leur en veut pas parce que c'est hyper spécifique. Dans le cas où vous faites des travaux importants, donc en revenus fonciers, vous pouvez les déduire intégralement de vos revenus, donc enfin de vos charges, des revenus de location, excusez-moi. Donc ça, c'est super. Et vous pouvez même imputer une partie de ce déficit sur vos autres revenus. C'est-à-dire que ça va faire un petit moins sur votre feuille d'impôt. Donc ça, c'est chouette. En revanche, si vous avez ce déficit imputé sur le revenu global, donc qui est plafonné par ailleurs à 10 700 € par an, eh bien, vous êtes contraint de louer le bien jusqu'au 31 décembre de l'année N+3. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, sinon, en cas de contrôle, et ça, c'est quand même pas mal contrôlé, eh bien, le déficit que vous avez imputé, il va être repris, requalifié en un autre type de déficit, et du coup, vous allez repayer l'impôt correspondant. Donc, petit exemple pour illustrer ça, sur le support, que d'ailleurs on a précisé, mais vous pourrez récupérer ce support dans le feedback form si vous nous indiquez vouloir le recevoir. Donc, Monsieur Patrimoine fait des travaux en 2021. On a pris l'exemple de cette année. Donc, c'est l'année prochaine qu'il va les déclarer. En 2022, il va déclarer ses revenus 2021. Il impute une partie du déficit sur ses autres revenus. Et donc, pour ça, donc, il va être contraint N+3. Et en fait, c'est N+3 de l'année des travaux, donc de 2021. Donc, il faut qu'il conserve son bien à la location jusqu'au 31 décembre 2024. Sinon, le déficit sera remis en cause. Donc voilà. Donc maintenant, on va voir un peu ce qu'il y a d'opportun de faire et on va parler ce matin, on va s'attarder sur le régime de la location meublée. Donc la location meublée avec les sous-régimes, si on peut dire, le régime le plus simple, le micro, mais qui n'est pas le meilleur, et ensuite le régime dit au réel, qui lui va particulièrement nous intéresser. Et après, on va voir les impacts, ce qu'il faut faire ou pas faire, et pour être ou basculer en LMP, location meublée professionnelle, et on fera enfin un petit focus sur à la revente, comment ça se passe. Donc, quelques rappels. Là, on va moins s'attarder sur les rappels parce que ça se trouve globalement facilement sur Internet et donc, du coup, on a un peu moins de valeur ajoutée à redonner ces infos. Location meublée, du coup, il faut des meubles. Hein. La loi Allure précise le meuble qu'il faut. L'esprit, quand même, c'est que si vous avez un bien en location meublée, il faut que le locataire arrive juste avec ses valises et c'est tout. Il y a un réfrigérateur, il y a des plaques de cuisson, il y a une télé. Je ne suis même pas sûr que ça fasse partie des équipements obligatoires. Mais il faut quand même respecter la liste. Il y a un certain nombre, par ailleurs, de formalités à accomplir pour déclarer. C'est une activité, hein, c'est une entreprise individuelle, une activité de loueur meublé. Donc, il y a un formulaire qui s'appelle le P0I à envoyer au greffe. Ce formulaire, il fait 2 pages. C'est très facile quand même de se planter sur les cases et les indications à indiquer sur celui-ci. Donc, nous, on recommande, on l'a déjà fait nous-mêmes,
Mais même si nous, on sait le faire, globalement, on recommande de faire appel à un expert comptable pour le faire. Par ailleurs, location de meublé, sauf quand on va être au régime du micro qu'on étara juste après, euh, il est nécessaire de tenir une comptabilité, pas forcément prendre un expert comptable, il faut tenir une comptabilité, notamment pour la pratique d'amortissement, etc. Donc, pareil, là, vraiment, on a des clients qui ont voulu ou des connaissances le faire eux-mêmes, c'est déconseillé. Faites appel à un expert comptable pour ce qu'on évoquera après. Petite subtilité intéressante, le CGA. CGA, qu'est-ce que c'est? C'est un centre de gestion agréé qui coûte grosso modo entre 100 et 300 euros l'année. L'ordre de grandeur, c'est celui-ci. De payer ces 300 euros par an, à quoi ça sert de payer ça de plus en plus du coût du comptable? Eh bien, ça permet d'aller chercher une réduction d'impôt supplémentaire égale aux 2 tiers de l'ensemble des coûts comptables. Donc, on paye 300 euros, mais en fait, ça peut nous permettre d'avoir une réduction quasiment de 915 euros, qui est le plafond. Donc, ça, c'est plutôt chouette. Il faut bien maîtriser ça parce qu'il y a des exceptions où ça ne fonctionne pas. L'exemple des non-résidents, ça ne fonctionne pas. Des indivisions, ça ne fonctionne pas non plus. Donc, il y a quelques petits cas comme ça où il faut bien s'y intéresser en amont et où il y a des petites astuces sur qui déclare l'activité ou non de loi meublée. Donc ça, pareil, il y a des comptables très spécialisés, dont certains qui étaient inscrits ce matin, qu'on connaît bien et qui font ça avec perfection. Hop. Donc, dans les différents régimes de la location meublée, il y a celui qu'on appelle le régime micro, dans la location meublée non professionnelle. Le régime micro, c'est bête et méchant, c'est efficace, mais c'est pas le meilleur. Pourquoi? Bon, bête et méchant, on prend tous les loyers et en fait, dessus, on applique un abattement sec de 50%. Le 71%, on ne va pas zoomer dessus ce matin, mais c'est sur des activités d'activités de tourisme par hôtellerie, etc. Mais le cas classique, c'est un abattement de 50%. Donc, il reste l'autre moitié qui est taxable également. Et donc, ce qui est taxable passe à tranche marginale d'imposition, prélèvements sociaux et éventuellement CEHR. J'ai un petit exemple juste après qu'on va pouvoir faire ensemble. Parfait. Donc, toujours notre cher monsieur patrimoine. Il loue un bien meublé. Il a 6 000 euros de loyer sur l'année. Donc, un abattement de 50%, donc les loyers imposables sont de 3 000 euros. Sur ces 3 000 euros-là s'applique sa tranche marginale d'imposition. Lui, il n'est pas encore à 45%, il est à 30%. Les prélèvements sociaux, c'est un taux forfaitaire, 17,2, donc ça fait 516 euros. Ça fait un total d'impôt d'un peu plus de 1 400 euros. Donc, ces loyers nets d'impôt sont 6 000 moins l'imposition de 1 400 égale à peu près 4 500 euros. Je vais vite là-dessus, mais c'est assez simple. Je suis sûr que vous avez tous parfaitement suivi cet exemple. Si dans le cas où on adore le régime micro et qu'on veut faire ça à gogo, eh bien, il y a quand même un plafond. On ne peut pas faire que ça. C'est-à-dire que le régime micro, c'est pour des recettes qui ne dépassent pas. Les recettes, important, ce n'est pas le résultat, donc c'est le chiffre d'affaires. Un chiffre d'affaires qui ne dépasse pas 72 600 euros. C'est-à-dire que si son chiffre d'affaires dépasse 72 600 euros, il faut déjà l'atteindre, hein, c'est un chiffre important, eh bien, on sera obligé de basculer dans le régime réel qu'on va voir juste après et qui sera intéressant. Sur le régime micro, donc on a juste avant, le slide d'avant, c'était, tiens, attention, si j'ai des revenus importants, je ne peux plus être en micro, je bascule en réel, par défaut. Là, ce qu'on va voir, c'est que de toute façon, il y a probablement un intérêt de basculer volontairement de notre fait vers ce régime réel. Donc, si jamais j'étais dans ce régime micro et que je veux basculer vers le réel, attention, il y a des dates à respecter. On peut vite perdre une année dans la bataille. Exemple, là, si je veux basculer au réel, il faut effectuer une démarche avant le 1er février de l'année en cours. Là, on est en 2021, on est le 29 avril 2021. Théoriquement, je ne pourrai pas déclarer mes revenus 2021 au régime dit du réel qu'on va détailler un petit peu après. Donc, ce sera seulement pour les revenus de l'année 2022. Donc, il faut envoyer un courrier au SIE. SIE, c'est le service des impôts des entreprises, pour faire cette démarche. Bon, là, c'est bien beau, on détaille un petit peu les démarches à faire pour basculer au réel, mais on ne dit pas à quoi ça sert le réel et pourquoi ce serait si intéressant. Donc, rentrons un petit peu plus dans le vif du sujet. Par défaut, on fait le raisonnement d'être en location meublée non professionnelle, le NP, et d'être en régime réel. Et on verra le LMP tout à l'heure. Donc,
Là, on parle de location meublée. Donc, ce qui est important, location meublée, c'est une activité qui est commerciale. Donc là où les revenus fonciers tout à l'heure, c'est une activité civile, donc c'est la catégorie des revenus fonciers. Là, une activité meublée, ce sont des bénéfices industriels et commerciaux. On change de catégorie de revenus. Donc on parle de BIC. Donc comment ça marche là? Donc comme pour les revenus fonciers, on prend les loyers, on déduit les charges, on déduit les intérêts d'emprunt s'il y a un emprunt. Et après, ce qui va faire toute la différence, c'est cet amortissement. Cet amortissement comptable, on va pouvoir amortir son bien globalement, donc pas le foncier, hein, donc le terrain, on ne peut pas l'amortir parce que ça ne peut pas se déprécier. On fait comme dans un raisonnement d'une société à l'IS. En revanche, la construction, la toiture, les travaux, les meubles, tout ça peuvent être amortis selon des règles bien spécifiques. Pardon. Donc, ça sert à quoi de passer cet amortissement? Ça sert d'avoir un résultat taxable, donc des BIC taxables, qui sont proches de zéro, voire dans un certain nombre de cas, quand même, inférieur à zéro. C'est tout l'idée, c'est d'avoir son résultat inférieur à zéro. Dans le cas où le résultat serait supérieur à zéro, c'est le même régime d'imposition que que les revenus fonciers, c'est tranche marge d'imposition, prélèvements sociaux, etc. Donc l'idée, c'est que là, le taux de taxation est le même. En revanche, l'assiette de taxation est nettement plus faible. C'est tout l'intérêt. Alors, petit cas pratique, juste où on va comparer une location nue au régime justement LMNP réel. Donc, un bien de 600 000 euros, j'ai un tableau juste après. Hein, Monsieur Patrimoine a un bien qui vaut 600 000 euros, 30 000 euros de loyer par an, une taxe foncière de 1 000 euros, un peu d'intérêt d'emprunt de 500 euros, des frais de comptabilité, il y en a en tout pour 1 400 euros de frais de comptabilité. Mais de 106 400 euros, lui, il aura bien sa réduction de 915, hein, le plafond, il a fait ce qu'il faut pour l'avoir. Donc l'amortissement, donc ça va dépendre. Là, on considère que le bien est amorti seulement sur 80% de sa valeur. Ça, c'est important, on n'amortit jamais sur 100%. Le terrain, en fonction de là où on est situé, si on est à Paris, par exemple, la valeur du terrain est nettement supérieure à un bien en province. Donc, le pourcentage d'amortissement sera plus faible. Donc, sur ce slide-là, voilà, on compare à gauche les MNP, à droite location nue. Donc, les loyers sont les mêmes. Les frais et charges, un tout petit peu moins de charges à droite à déduire parce qu'en fait, les frais du comptable sont en partie déductibles. Donc, si on ne paye pas de comptable à droite, on ne va pas les déduire les frais qu'on ne paye pas. L'amortissement, donc ça, ce 16 000 qui est juste massif, hein, ça qui fait tout l'enjeu. Et on voit un loyer imposable de 12 000 à gauche versus 28 000 à droite. C'est simple, hein, ça fait une imposition avant-dernière ligne de 7 000 versus plus de 16 000. Et donc le net en poche, ici, pour Monsieur Patrimoine, c'est près du double. Près du double en prenant en compte le coût du comptable, absolument tout. Donc là, Monsieur Patrimoine, il va falloir qu'il se pose la question avant le 1er février de l'année d'après, et déjà trouver un bon expert comptable pour l'accompagner et faire les démarches pour être prêt. On va reparler un petit peu. Donc ça, c'est le LMNP. Attention, on peut, alors c'est attention ou pas, attention, on peut basculer en LMP sans le vouloir, mais on peut également le vouloir. À quoi ça sert et qu'est-ce que c'est que ce LMP? Donc LMP, on en a tous beaucoup entendu parler, donc c'est la location meublée professionnelle. Donc en gros, si on veut l'être, quels sont les critères pour être loi meublée professionnelle? Si j'ai mes recettes annuelles, donc de ma location, hein, si mes recettes de location sont supérieures à 23 000 euros et que ces recettes sont supérieures à l'ensemble de mes autres revenus du foyer fiscal, d'accord? Eh bien, là, je suis considéré comme loueur meublé professionnel et donc les conséquences, quelles sont-elles? Donc, mon résultat, et pas mes recettes, hein, mon résultat, donc après amortissement, lui est assujetti aux charges sociales. Donc, les charges sociales, c'est quoi? Avant, c'était le RSI. Maintenant, ça s'appelle le SSI, c'est la sécurité sociale des indépendants. On peut, sur option, rester sur le régime sécurité sociale, mais bon, par défaut, c'est SSI. On va être ensuite dans un régime de plus-value professionnelle, plus des plus-values des particuliers, on détaillera ça. Et après, il peut y avoir également des exonérations possibles d'IFI. Hein, l'IFI, c'est ce qui a remplacé l'ISF en 2018, impôt sur la fortune immobilière. C'est pas parce qu'on est LMP qu'on peut avoir des possibles exos d'IFI, mais on peut avoir quand même des deux. Donc, là, c'est la partie technique de la première partie. C'est ce que dit la loi de finances.
ce que dit la loi de finances de la sécurité sociale pour 2021. Donc ça, c'est tout frais comme information. Donc là, c'était en fait avant, ce slide, c'est avant la loi, pour rappel, pour, en gros, ceux qui cotisent aux cotisations de sécurité sociale sont ceux qui avaient, il faudra retenir surtout le slide d'après, ça c'est les règles d'avant, ce qui va nous intéresser, c'est la slide d'après. Ceux qui avaient des recettes supérieures à 23 000 euros et qui avaient une activité saisonnière. Activité saisonnière, vous voyez, la location louée à une clientèle, en gros, vous savez ce que c'est Airbnb, Abritel, ces choses-là. Donc, c'est pas, vous ne signez pas un bail ou quoi que ce soit. Et surtout, il y avait également le critère d'inscription au RCS. Donc, ce RCS, c'est quoi? C'est le registre de commerce et des sociétés. Il fallait faire une inscription pour s'inscrire en tant que loueur meublé professionnel. Et l'idée, c'est qu'avant cette loi de finances, c'était flou, c'était hyper flou. Est-ce que je suis obligé de m'inscrire pour y être? Est-ce que, et l'idée du législateur, pardon, c'est que d'arrêter ce flou, et en fait, ce critère du RCS d'inscription n'est absolument plus regardé. Donc, c'est bien ou c'est pas bien, mais au moins, ça le mérite d'être beaucoup plus clair, et on va voir ce que ça donne quand c'est plus clair. Là, il n'y a plus de doute. Donc ça, voilà, maintenant, avec l'article 611-1 du Code de la sécurité sociale, dit quoi? Dit les personnes qui exercent une activité de location meublée et qui, de cette activité, ont des recettes supérieures à 23 000 euros. OK, super. Donc, si supérieur à 23 000 euros dans mes recettes et location saisonnière, alors là, déjà, je m'arrête là. Hein, on regarde le ou après. Donc, je devrais cotiser à la sécurité sociale des indépendants. Donc là, c'est un premier point important. Et après, il y a un autre cas où, si j'ai plus de 23 000 euros de recettes et que ces recettes sont supérieures à mes revenus du foyer fiscal, dont les pensions de retraite, hein, pour les retraités, ça compte, il y aura un exemple après, eh bien, pareil, là, si je remplis les conditions de loi professionnelle au sens du lien, je vais devoir cotiser au SSI. Donc, on va prendre des exemples, on en a deux après. Ça devrait, je trouve que c'est sympa. Ce slide-là, c'est un peu plus pour info, parce que ça se trouve également facilement. Je disais tout à l'heure, on parle d'entreprise individuelle quand on déclare son statut de loueur meublé. Et donc, c'est juste là sur les possibles régimes sociaux en fonction du seuil de recettes. Parfait, ça il est bien, j'aime bien ce tableau. Ce tableau, c'est un raisonnement un petit peu par tiroir, si on peut dire. Donc, en gros, ceux qui cotisent au SSI, c'est une autre façon de refaire le raisonnement de tout à l'heure. Deuxième partie du tableau, recettes saisonnières supérieures en location meublée à 23 000 euros, ou si je suis de base en loi meublé professionnel, alors je vais sur la partie gauche du tableau. Donc oui, j'ai des cotisations sociales sur mon revenu BIC professionnel. Et donc après, le détail, c'est, on en parlera, si je suis en loi meublé professionnel, donc là, on voit, en fait, on a des plus-values professionnelles. Et donc, les plus-values professionnelles, elles sont de deux ordres. Plus-values professionnelles à court terme et à long terme. Donc, on va voir lesquelles sont lesquelles et quels sont les critères juste après. Mais là, arrêtez-vous juste sur la partie des cotisations sociales. Donc, on remonte du tableau. Si mes locations saisonnières sont inférieures à 23 000 euros ou que je ne suis pas en LMP, donc réponse est non, donc pas de cotisation sociale. Ça va un peu vite, hein, mais je préfère prendre un peu de temps sur l'exemple juste là. Vous allez voir, il est très parlant. Donc, monsieur et madame patrimoine, ils sont tous les deux à la retraite. Monsieur a 20 000 de retraite, madame 25 000. Donc là, on fait un raisonnement. Il y a deux paliers, et le troisième palier, c'est un petit palier bonus, c'est sur les sujets d'exonération ou non possible d'IFI. Donc, les questions sont tout le temps les mêmes à se poser et ça permet de dire si oui, je suis en LMNP ou en LMP. Et ensuite, ça permet de dire si oui ou non, je paye des cotisations sociales. Parce que, retenez bien, les cotisations sociales, je peux en payer même si je suis en loueur meublé non professionnel. On peut en payer un peu dans tous les cas. Donc, les questions à se poser dans l'ordre. L'ordre est le suivant. Mon chiffre d'affaires. Est-ce que mon chiffre d'affaires est supérieur à 23 000 euros? Là, on a vu, là, il y a marqué à gauche, chiffre d'affaires, location LM, location meublée saisonnière, monsieur et madame patrimoine font de la location immobilière pour 28 000 euros avec un résultat de 3 000. Mon chiffre d'affaires, il est 28 000, oui, donc il est supérieur à 23 000. Donc la réponse à la première question, c'est oui, à droite. Est-ce que mon chiffre d'affaires, ensuite, est supérieur à tous mes revenus d'activité, dont mes pensions de retraite? Non. Mes retraites, 20 000 plus 25, 45.
mon 28 000 de location, c'est inférieur à 45. Donc la réponse est non. Donc si c'est non, il aurait fallu un oui aux deux questions pour être LMP. En tout cas, ici, on est bien en leur meublé non professionnel. Donc au moins, on sait où on est. Donc ensuite, est-ce que je vais quand même payer ou pas des cotisations sociales à la sécurité sociale des indépendants? Donc les questions se reposent, on a vu. Là, c'est de la location saisonnière, donc attention. Mes recettes sont-elles supérieures à 23 000 euros? Oui, je suis à 28 000. Je suis en location saisonnière? Oui. Et bien là, on a dit quoi? On a dit si on a location saisonnière plus de 23 000 euros de recettes, mon résultat est assujetti aux cotisations sociales. Mon résultat, il est 3 000 euros. Je vais payer des cotisations sociales sur 3 000 euros. Ces cotisations sociales, elles sont dégressives, mais retenez que c'est entre 30 et 40% si on veut faire ça au doigt mouillé. Donc pour l'IFI, ça c'est un petit peu bonus. Donc il y a 3 critères pour pouvoir être exonéré d'IFI sur un bien lorsqu'on exerce une activité de loueur meublé. Premier critère, est-ce que toujours, en fait, ce 23 000 euros est une question assez régulière. Est-ce que mon chiffre d'affaires est supérieur aux 23 000 euros? Oui. Donc là, il faut que là, ensuite, deuxième critère, on regarde le résultat et pas le recette. Est-ce que mon BIC, donc mon résultat, ici, qui est de 3 000 euros, est supérieur à 0? Donc oui. Et est-ce qu'il dépasse 50% de mes revenus d'activité hors pension? Hors pension, hein, c'est toute la différence. C'est pour ça qu'on a ça en gras. Là, est-ce que j'ai des revenus d'activité hors pension? Non, monsieur et madame patrimoine sont à la retraite. Donc, mon résultat de 3 000 euros, il est bien supérieur à 0 et il est bien supérieur à 0 parce que je n'ai aucun autre revenu. Donc, la réponse est oui à cette question. Est-ce que, et donc après, c'est un critère un peu touchy, de l'activité principale. Donc, est-ce que c'est leur activité principale de cette activité de loueur meublé non professionnel, monsieur et madame patrimoine? Donc là, la réponse est oui. Donc, les 3 critères sont réunis, ils seront exonérés d'IFI sur ce bien en tant que bien professionnel. J'ai un autre exemple juste après où justement il y a une activité. Donc il y a que un des deux, il y a que Monsieur Patrimoine qui est à la retraite et Madame elle est encore en activité, toujours salariée avec des salaires de 25 000 euros et Monsieur de 15 000. Donc là, l'autre différence, c'est qu'on n'est plus en location saisonnière, on est sur une location toujours meublée, mais avec un bail meublé, donc, où l'ensemble des recettes représente 48 000 euros et un résultat de 15 000. Donc, même question. Est-ce que mes recettes sont supérieures à 23 000 euros? Oui. Est-ce que mes recettes sont supérieures à mes revenus d'activité, dont les pensions? Oui. 48 000 euros, c'est supérieur à 15 plus 25, ça serait 40. Donc là, je suis considéré comme loueur meublé professionnel. Donc, si je suis loueur meublé professionnel, et donc pour la question des cotisations sociales, c'est le deuxième point. LMP, oui, parce que c'était le premier point. Et chiffre d'affaires supérieur à 23 000 euros, oui. Eh bien, je paye des cotisations sociales sur mon résultat. Et donc, je paye des cotisations sociales sur 15 000 euros. Pour l'IFI, enfin, pour finir cet exemple-là, pareil, chiffre d'affaires supérieur à 23 000 euros, oui. Est-ce que mon BIC, donc mon résultat, donc 15 000, ici supérieur à 0, oui. Mais est-ce que mon résultat est supérieur à 50% des revenus d'activité hors pension? En fait, 50% des revenus d'activité, ça veut dire supérieur à tous les autres revenus. Parce que 50% des revenus d'activité hors pension, c'est quoi ici? C'est les salaires de madame, 25 000 euros, et dedans, le résultat imposable de l'activité de location meublée, donc c'est 15 000. Donc le 15 000 n'est pas supérieur à 50% ici des autres revenus d'activité hors pension. Donc la réponse est non. Donc même si c'est l'activité principale de monsieur ou de madame, de cette activité de loueur meublé, le bien, lui, ne pourra pas être exonéré d'IFI en tant que bien professionnel. Hop. Bon, j'espère que c'était clair. En tout cas, vous pourrez le redescendre après à tête reposée, cet exemple. Là, c'est quelques slides. Ce sera plus pour vous que vous les ayez sous les yeux. Ça n'a pas bougé depuis un bon bout de temps. C'est pour vous rappeler que dans le régime en plus-value, donc on a vu là un peu les flux, la fiscalité, les charges sociales en très peu de temps. Hein, donc, c'est très dense comme quantité d'informations. Là, ce qu'on va regarder sur cette fin de partie sur la location meublée, c'est juste en cas de revente. À la revente, qu'est-ce qui se passe? Quel régime je peux avoir si je suis particulier ou professionnel? Enfin, en non professionnel, en LMNP ou EP dans LMP, loi meublé professionnel. Donc, le régime des particuliers, le plus classique,
que vous connaissez si vous détenez un bien classique. Si vous êtes en LMNP, c'est le même régime. C'est je suis exonéré d'impôt sur le revenu au bout de 22 ans et je suis exonéré de prélèvements sociaux au bout de 30 ans. C'est simple. C'est le tableau avec les abattements progressifs qui commencent dès la 6e année. Dans le cas de quand je suis dans un régime LMP, le revenu professionnel, là, c'est très différent. Plus-value considérée professionnelle. Donc, j'ai des plus-values court terme et des plus-values long terme. Si, pour avoir des plus-values long terme, déjà, il faut que j'ai mon activité de loi meublé professionnel depuis plus de 2 ans. Sinon, ce sera que du court terme. Okay, donc, si j'ai plus de 2 ans, donc j'ai un bout qui sera en court terme et un bout qui sera à long terme. Donc, la plus-value à long terme, en gros, c'est, pour simplifier, c'est la plus-value un peu économique. Hein, c'est la différence entre le prix d'achat, le prix d'inscription en million, hein, on va dire prix d'achat, et le prix de revente. Okay. Et la plus-value court terme, elle, c'est les amortissements. Tous les amortissements qui ont réduit le résultat imposable, comme on a vu avec l'exemple des 16 000 € tout à l'heure, eh bien ici, ils sont repris, comme dans une fonction un peu dans une comptabilité d'une société à l'impôt sur les sociétés, quand on revoit, les amortissements sont repris. Et bien là, c'est le cas, ils sont repris et ils intègrent la plus-value à court terme. Et donc, on sera taxé sur ceci. Donc, cette plus-value long terme, voilà, elle est taxée généralement à 30%. La plus-value court terme, elle est taxée, elle rentre dans votre impôt sur le revenu, donc TMI, 0 à 45%, plus les charges sociales SSI. Ce qui est très, très bon à retenir ici, c'est que si j'ai cette activité de loueur meublé professionnel sur mon bien immobilier depuis plus de 5 ans, eh bien, je peux avoir des exonérations. Et je peux même avoir, par exemple, une exonération, excusez-moi, totale si mes recettes sont inférieures à 90 000 € hors taxe sur les 2 dernières années. Donc, 90 000 €, il faut y aller quand même pour le dépasser, mais ça arrive. Donc, je le reprends. Hein. Si j'ai mon activité de loueur meublé professionnel a commencé depuis plus de 5 ans et que mes revenus, mes recettes, mes 2 dernières années sont inférieures à 90 000 €, eh bien, je paye rien sur ma plus-value long terme, hein, exonération d'IR, exonération de PS, et sur ma plus-value court terme, exonération également d'impôt sur le revenu. En revanche, les charges sociales, et celles-ci, elles restent dues. Mais bon, ça fait quand même une très grosse différence et on va voir dans un tableau un peu pour résumer les 3 cas, LMNP, LMP et LMP plus de 5 ans. L'exonération, elle, est partielle. Dans le cas où on dépasse 90 000 € de recettes, il y a quand même un système d'exonération un poil plus complexe, mais ça va encore. Mais du coup, c'est juste que c'est partiel. Hop, voilà, on va finir un petit peu avec cet exemple-là, juste pour voir les résultats, pas reprendre les calculs un à un, parce qu'ils sont un peu plus compliqués sur le calcul des amortissements et des exos. On prend l'exemple de Monsieur Patrimoine qui a acheté un appartement qui vaut 580 000 € en 2010, hein, donc il y a 11 ans. Il loue en location meublée et on va dire il anticipe un peu 11 ans à l'avance. Qu'est-ce qui se passerait si jamais il revendait 11 ans plus tard en loueur meublé non professionnel ou professionnel? On va regarder juste pour comparer les 3. Donc là, on va regarder ce qui va nous intéresser, c'est première ligne, hein, c'est-à-dire en tant que quoi j'effectue la cession. Est-ce que je suis en fait en loueur meublé non professionnel? Est-ce que je suis en loueur meublé professionnel? Ou est-ce que je suis en loueur meublé professionnel et avec une activité de plus de 5 ans sur ce bien? Le prix d'acquisition et de prix de cession est le même dans chacun des exemples. Il faut tenir dans un régime particulier, donc j'ai des abattements pour durée de détention qui commencent à partir de 6 ans, j'ai le bien depuis 11 ans, j'ai 5 ans d'abattement. Voilà. Ça me donne un net en poche, retenez, à peu près 720 000. L'idée, c'est de comparer sur ce slide. Si je suis en loueur meublé professionnel et que je n'ai pas ce critère des 5 ans, eh bien, donc je n'ai aucune exonération sur mes taxations des plus-values court terme et long terme. Et donc, là, on voit que dans la bataille, on paume un peu plus de 100 000 €. En revanche, si je suis en loueur meublé professionnel et que j'effectue cette activité depuis plus de 5 ans, là, vous voyez, le résultat se rapproche du résultat de base d'une vente en tant que loueur meublé non professionnel. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Cette activité de payer des charges sociales, même si on est en LMNP, ou de basculer de fait en LMP, ce n'est pas forcément la fin du monde. On voit que là, en termes à la revente, c'est significativement la même chose.
Et ça peut quand même être beaucoup plus intéressant que de rester en location nue ou en micro, etc. Il faut juste faire les calculs. Il ne faut pas regarder que la plus-value et la fiscalité nette en poche à la fin. Il faut regarder sur les flux tout au long de la location. Il faut regarder les logiques de transmission, les logiques de détention et les logiques de revente. Donc, ça fait beaucoup de logiques à regarder, mais il ne faut pas regarder seulement un bout, le bout qui nous intéresse. Il faut tout prendre en compte. Ce tableau-là, il aura juste un objectif pour vous, c'est un petit résumé comparatif entre LMP et LMNP sur les conditions, les catégories d'imposition, les amortissements, les plus-values, etc. Donc là, je ne le reprends pas. Pour ne pas le reprendre, je vais partir. Dernier petit point qui n'est pas dans le tableau d'après, qu'il faut bien avoir en tête. En tant que loueur meublé, donc on soit même en non professionnel, on a ce qui s'appelle une taxe, qui va, en gros, ça va. Je ne savais pas que ça remplace la taxe d'habitation, mais on ne peut pas avoir la taxe d'habitation et ses taxes, qui est la contribution foncière des entreprises, la CFE. La CFE, en tant que loueur meublé professionnel, on calcule une base d'imposition qui correspond, qui est un pourcentage de la valeur locative de votre bien, à laquelle on applique un taux qui dépend de la commune de location de votre bien, et ça vous donne une taxe. Eh bien, cette taxe, il faut l'avoir en tête. C'est pas énorme, mais c'est des charges supplémentaires à payer théoriquement quand on est en location meublée. Donc, à avoir en tête. Et je dis théoriquement parce que la loi dit que tout le monde la paye, et en revanche, on constate encore sur certaines activités que certaines personnes ne les reçoivent pas. Parfait. Donc là, je suis allé vite sur cette partie parce que ça fait à peu près 35 minutes qu'on est sur la location meublée. Donc, je vais donner la parole à Camille pour qu'elle puisse reprendre une question importante, une question pivot sur ces sujets de location meublée avant que on puisse passer à la partie d'après de Coralie sur la détention via une société ou non. Oui, merci Arthur, c'était très clair. Vous avez été pas mal actif sur la conversation, donc je vais essayer de reprendre les principales questions. Donc effectivement, juste pour reprendre là, qu'est-ce que cela veut dire passer en LMNP? Donc je fais écho à ce que nous a dit Arthur là sur les premiers slides. Déjà, c'est d'avoir un bail meublé, d'accord, avec une certaine liste d'éléments à avoir dans son habitation meublée. Donc, on vous a remis la liste dans la conversation au tout début, une liste du service public. Il est vivement recommandé d'avoir recours à un expert comptable pour réaliser votre comptabilité, parce que comme vous l'avez compris, il y a certaines formalités administratives. Pour en reprendre un qu'a évoqué Arthur, c'est le P0I. Donc, il faut faire attention à bien respecter, je dirais, un formalisme pour que vous soyez considéré comme LMNP, vous l'aurez compris. Et par la suite, effectivement, le point qui est important que vous reteniez, c'est quand vous êtes en LMNP, donc passer en LMNP, ça veut dire recourir à un expert comptable, et donc vous allez avoir un bilan comptable qui va être réalisé au mois de mars-avril et qui va vous permettre de mettre ce résultat dans votre déclaration fiscale, très concrètement. Ensuite, on avait une autre question sur... je vais essayer de la reprendre. Hop, je monte un petit peu. Finalement, c'est la question aussi qui revient, c'est sur le SSI. Donc finalement, est-ce qu'il est uniquement pour les LMP et les LMNP? Donc la réponse, là, c'était le slide Arthur là, qui vous a montré là, sur le petit tableau. Donc effectivement, il va falloir se poser la question du montant des recettes que vous allez percevoir sur l'année. D'accord? Donc ça, très important. Et après, effectivement, il va falloir se poser la question de la nature aussi de l'activité que vous pratiquez comme location. Je ne sais pas si tu veux préciser, Arthur, ce point-là, parce que c'est... Il y a beaucoup de choses à dire sur ces charges SSI. Comme on peut ajouter beaucoup de choses, comme le fait qu'il y a un minimum, même si on a un résultat
BIC de 500 ou de 1000 euros, on dit bah, OK, 30 ou 40% de ça, ça fait 400 euros. Mais non, en fait, il y a un minimum de SSI qui est de 1145 euros, mais dont on peut s'exonérer si par ailleurs on est déjà au régime des indépendants. Ça dépend si vous êtes salarié, donc vous aurez ce minimum. Et après, il peut y avoir des astuces dont on touchera un mot tout à l'heure sur une activité de loi meublée via une société. C'est possible, une société liée. Donc, beaucoup de choses. Donc, il y a des minimums, il y a des règles, on peut parfois s'en exonérer. Ces charges, même si on les paye et que ça peut être important, elles sont elles-mêmes déductibles du résultat. Hein. On paye des charges, mais elles viennent en déduction du résultat. Donc, ça, c'est important aussi. Ça va. Donc, il y a beaucoup de choses là-dessus. Et après, c'est vraiment au cas par cas. Ça dépend de trop de choses pour savoir combien ça représente, est-ce qu'il y a des exonérations et est-ce que c'est opportun ou non d'entrer dans un tel régime. Ouais, merci Arthur. Donc, comme vous l'aurez compris, il y a un minimum et puis après, ça peut monter entre 20, 30 et un peu plus en termes de pourcentage, en termes de charges SSI. Ensuite, on a une question qui est un petit peu plus générale, c'est finalement quel est le choix pour une meilleure fiscalité et pour optimiser la transmission de son patrimoine. Donc, c'est une question, si je puis dire, assez large, mais pour y répondre assez succinctement, quel est le choix pour une meilleure fiscalité? Déjà, il va falloir que vous vous posiez la question de est-ce que vous détenez déjà le bien en direct ou est-ce que vous le détenez déjà via une société? Ensuite, il va falloir se poser la question si vous détenez le bien via une société, est-ce que vous allez faire du LMNP? Est-ce que vous allez continuer de faire du revenu foncier et de pratiquer, si je puis dire, des déficits fonciers? Donc voilà, c'est des questions qui sont très importantes à se poser avant de réaliser, je dirais, une démarche de passage, que ce soit du revenu foncier au LMNP ou que ce soit encore, pour reprendre le slide d'Arthur, du micro-meublé au meublé, si je puis dire, réel. Donc ça, c'est très important de vous poser les bonnes questions en amont avant de réaliser un passage au LMNP, en LMNP. Est-ce qu'on a d'autres questions? Je parcours le chat. Oui, bon, on les reprendra à la fin, sinon pour qu'on commence la seconde partie. Et s'il y a d'autres questions qui n'ont pas été répondues dans le chat et pas reprises par Camille, il y a un temps à la fin d'un bon quart d'heure de questions pour ceux qui ont le temps et qui souhaitent s'exprimer ou reposer une question pour qu'on essaye au mieux d'y répondre. Aujourd'hui, si on peut, et parfois on n'a pas toutes les réponses dans les médias, mais on serait ravis d'y répondre dans un bon temps. Du coup, si c'est bon pour vous, Coralie je passe la parole du coup à Coralie pour détailler cette seconde partie qui est détenir son bien par le biais d'une société. Merci Arthur. Donc oui, on va commencer la deuxième partie avec l'aspect société. On va tout d'abord regarder quel est l'intérêt de passer par une société. Est-ce qu'il y a un intérêt derrière et quel est-il? Et ensuite, quelle forme de société retenir? Donc on va aborder la SCI, Société immobilière classique, entre guillemets, et la SARL de famille. Donc dans un premier temps, passer par une société, on entend souvent un petit peu des idées reçues. La première qui est de se dire, quand je passe par une société, ça va me permettre d'économiser de l'impôt. Donc non, les régimes de société, les régimes fiscaux, ce sont des régimes spécifiques, hein, mais ce n'est pas parce que je vais passer par une société que je vais nécessairement économiser de l'impôt. Ensuite, on peut se dire que créer une SCI, c'est simple, gratuit et rapide. Et donc, quitte à acheter son bien immobilier, autant l'acheter via une SCI. Alors, quand la société, elle est transparente, et on reviendra sur cette notion après, effectivement, on a des coûts qui vont être raisonnables, mais on a quand même des statuts à réaliser derrière, on a quand même des coûts d'immatriculation. Donc, il faut qu'on ait un intérêt patrimonial derrière avant de créer une société. Ça ne sert à rien de créer une société pour créer une société. Troisième point, utiliser une société permet de simplifier la gestion à plusieurs. Alors ça, c'est un point qui est important. Effectivement, ça peut être le cas. Mais encore une fois, ça ne va pas être la coquille de la société qui va nous permettre de faire ça, ça va être les statuts derrière. Donc, quand on a notre société et qu'on crée notre société, on va rédiger des statuts qui vont définir les pouvoirs de chacun. Et donc, c'est vraiment la notion centrale de ce qu'on va parler aujourd'hui. Les statuts, c'est ce qui va nous permettre d'aménager et de pouvoir simplifier notre gestion. Mais c'est vraiment cette notion de statut et pas simplement la coquille de la société.
dernier point, gérer son bien via une société. Ce n'est pas tout à fait comme si on le gérait en direct, puisqu'on va avoir des obligations qui vont être spécifiques. Donc, dans un premier temps, on a des obligations annuelles, tout ce qui est assemblée générale, PV d'AG, etc. On est obligé d'en faire tous les ans. Donc ça, c'est un point à avoir en tête quand on crée une société. Et ensuite, on a des délais de déclaration, des déclarations spécifiques qui sont à prendre en compte. Donc, prenons un exemple pour les sociétés, les SCI. Là, la date limite de déclaration de résultats est le 4 mai, donc mardi prochain. On peut se dire, quand on a une société, une SCI qui est à l'impôt sur le revenu, j'ai juste à l'intégrer dans ma déclaration de revenus. Mais non, on a une déclaration spécifique à faire en amont qu'il faut qu'on dépose. Et une fois qu'on a cette déclaration-là, on va pouvoir l'intégrer dans notre déclaration de revenus qui sera à déposer là, pour cette année et le département de Paris début juin. Donc, on a quand même notre première deadline à début mai et seconde deadline début juin. Donc ça, il faut l'avoir en tête puisque c'est vraiment spécifique à notre société. Donc maintenant qu'on a vu un petit peu les idées reçues, on va se concentrer sur les réels avantages de passer par une société. Donc le premier, ça va être organiser la gestion, qu'on a déjà un petit peu abordé. Donc que ce soit la gestion à plusieurs ou la gestion quand on est en démembrement. Donc la société va nous permettre de distinguer l'avoir et le pouvoir. L'avoir, ça va être ce que je possède. Donc ce que je possède quand je crée une société, c'est les parts sociales. Les parts sociales de la société. Ce n'est pas parce que je vais avoir des parts sociales que je vais avoir le pouvoir. Effectivement, le pouvoir, ça va être défini dans les statuts. On va déterminer le gérant et les pouvoirs du gérant et donc son champ d'intervention s'il est plus ou moins large. Donc, c'est vraiment les statuts qui vont articuler le fonctionnement de la société. Prenons un exemple rapide. On a une famille, des parents qui ont une SCI avec un bien immobilier dedans. Ils souhaitent donner le bien à leurs enfants, mais pour autant, ils veulent conserver la gestion. Et donc, ils vont pouvoir donner la majeure partie des parts sociales, mais rester gérants. Et auquel cas, ils vont garder la gestion du bien, de la société et du bien qui est à l'intérieur. Donc, on a vraiment notre distinction avoir-pouvoir qui va être centrale dans notre notion de société. En cas de démembrement de nos parts sociales, ça va être la même chose. Dans nos statuts, on va avoir défini les pouvoirs des usufruitiers et des nus propriétaires. Et donc, ça nous permet de répartir un petit peu tout ça et d'organiser notre gestion. C'est un premier avantage. Deuxième avantage, ça va être sur anticiper la transmission. Donc là, on va aborder la notion de capital social et l'importance de choisir son montant. Donc, on va prendre un exemple. Je tiens à préciser, les exemples ils sont simplifiés pour que ce soit assez compréhensible. L'idée, c'est d'avoir la logique derrière. On sait que pour tout ce qui est valorisation société, c'est des calculs qui sont assez compliqués. Alors, on a des experts comptables parmi nous qui se sentiront concernés, mais on a fait un exemple qui va vraiment être un exemple type pour que vous compreniez la logique derrière. Donc, aujourd'hui, Monsieur Patrimoine a une société, a une SCI avec un bien immobilier à l'intérieur. S'il avait détenu le bien immobilier en direct et qu'il avait voulu le donner à ses enfants, même si on avait eu un emprunt derrière, il n'aurait pas pu déduire l'emprunt de la valeur de l'immeuble. Il aurait donné l'immeuble à 500 000 € et notre base taxable au droit de donation aurait été 500 000 €. En passant par une société qui aurait un capital faible, donc par exemple, lors de la création, j'apporte 1 000 € et le reste du financement, je le fais par emprunt, donc 499 000 € d'emprunt pour acheter mon immeuble. Si je veux donner les parts de ma société et donc l'immeuble qui va être derrière, on va calculer ce qu'on appelle l'actif net. Et donc, on va déduire de notre actif notre passif. Donc, notre actif net va finalement être de 1 000 €. Notre immeuble, 500 000 €, moins l'emprunt, 499 000 €. Et donc, l'actif net, c'est nos capitaux propres, le capital social. Donc ça va être notre base imposable pour les droits de donation. Même schéma, si on avait eu un capital social élevé, donc à la création de la société, Monsieur Patrimoine aurait apporté 100 000 € et aurait emprunté uniquement 400 000 €. Là, notre actif net serait de l'ordre de 100 000 €. Et donc, mécaniquement, notre base imposable, elle serait plus importante. Donc ça, on voit que c'est une stratégie qui peut être assez intéressante en termes de transmission. Et il y a un deuxième point, c'est que les parts sociales, on peut les diviser, contrairement à un immeuble, et donc on peut très bien donner en plusieurs fois.
Si on veut utiliser une partie de l'abattement, attendre que l'abattement pour les droits de donation se renouvelle, etc. Voilà, c'est possible avec les sociétés. Un point important, hein, si on a un emprunt et des garanties qui sont associées, l'accord de la banque, il est en principe nécessaire si on souhaite donner les parts. Donc ça, vous êtes peut-être concerné par ce type de stratégie, il faut quand même l'avoir en tête. Autre point qu'on n'aborde pas ici, qui rejoint un petit peu la notion de valorisation de société. Passer par une société, ça peut permettre de mettre en place des stratégies IFI. Donc, vous savez, à l'IFI, impôt sur la fortune immobilière, aujourd'hui, on doit déclarer tout notre patrimoine immobilier et donc les sociétés avec de l'immobilier à l'intérieur. On va pour ça calculer un ratio immobilier dans notre société. Et donc, si par exemple, on a du cash dans la société, ça va nous permettre de réduire notre ratio immobilier et donc de réduire un petit peu la valorisation qu'on va déclarer à l'IFI. Donc, on ne l'aborde pas en détail, mais c'est quelque chose qui peut être intéressant. Troisième avantage, ça va être de mettre en place une stratégie pour la vente. Donc, on reprend notre schéma. Monsieur Patrimoine possède une SCI à l'intérieur de laquelle il a un bien immobilier. Donc là, on parle de SCI transparente à l'impôt sur le revenu. On a deux choix. Donc, Monsieur Patrimoine, il veut toujours optimiser un petit peu la situation fiscale et patrimoniale. Il a acheté un bien immobilier et là, il a une offre d'un acheteur qui veut lui acheter à 300 000 €. Donc, il a une belle plus-value. Il se dit, c'est l'occasion ou jamais de vendre. Mais comme il a une belle plus-value, il a en face une fiscalité sur la plus-value qui va être quand même conséquente. Donc, si il vend l'immeuble, donc à travers sa SCI, la SCI va vendre l'immeuble indirect. Il a acheté son immeuble il y a 5 ans pour 100 000 €. Notre valeur de cession, comme je vous l'ai dit, est de 300 000 €. Donc, on a une plus-value imposable qui va être de 200 000 €. On n'a pas d'abattement pour durée de détention, le tableau qu'Arthur vous présentait tout à l'heure. On n'a pas d'abattement pour durée de détention parce que l'immeuble est détenu depuis moins de 6 ans. Donc, on va avoir sur nos 200 000 € notre fiscalité impôt sur le revenu, prélèvements sociaux, également une surtaxe qui est spécifique aux plus-values immobilières supérieures à 50 000 €, et puis éventuellement notre contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. Donc, à minima, 80 000 € de fiscalité. Donc, Monsieur Patrimoine, il est un petit peu embêté parce qu'il se dit, certes, j'ai une plus-value, mais elle est quand même un petit peu mangée par ma fiscalité. Donc, il veut optimiser ça. Il a une deuxième possibilité qui va être de vendre les parts de sa société plutôt que de vendre l'immeuble. Donc, sa société, il l'avait constituée il y a un moment, plus de 30 ans. Il avait acheté un premier bien qu'il avait revendu et puis il avait gardé la société. Et là, son nouveau bien, il l'a acheté à l'intérieur. Quand il avait constitué sa société il y a plus de 30 ans, il avait apporté son capital social de 100 €. Donc, ça va être notre valeur d'acquisition pour le calcul de notre plus-value. On a toujours notre valeur de cession de l'ordre de 300 000 €. Donc, on voit que notre plus-value brute, elle est de plus de 299 000 €. Mais comme les parts de la SCI sont détenues depuis plus de 30 ans, on est totalement exonéré d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux. Et donc, notre fiscalité, elle va être de 0 €. Donc, la finalité pour Monsieur Patrimoine, elle est la même puisque la société, elle est transparente. Donc, qui vende l'immeuble ou qui vende les parts, il va bien avoir son net en poche le prix de cession moins la fiscalité. Donc, finalement, là, il y a un vrai intérêt à vendre plutôt les parts de la SCI. Ça, c'est un intérêt certain du point de vue vendeur. Et après, on peut avoir en pratique du côté acheteur un petit, pas blocage, mais ça peut embêter l'acheteur d'acheter des parts de SCI. Et en plus, en termes de financement, ça peut poser un petit peu plus souci de financer des parts de SCI plutôt qu'un immeuble en direct, du point de vue bancaire. Donc ça, c'est aussi à avoir en tête. Mais si tout se goupille bien, ça peut être très intéressant. Donc, quatrième intérêt, ça va être de protéger le conjoint. Donc, en conservant la libre disposition et la gestion du bien. Et ça, d'autant plus si on est en situation de famille recomposée. C'est un avantage qui est non négligeable. Protéger le conjoint, prenons un exemple. On a à nouveau Monsieur Patrimoine et Madame Patrimoine qui revient. Ils sont mariés, ils ont 2 enfants. Ils ont une maison à Saint-Tropez, qui est leur maison de vacances, et qui est détenue au sein de la SCI Côte d'Azur. La SCI Côte d'Azur, elle a un emprunt qu'elle a contracté pour pouvoir acheter la maison. Et le capital de cette SCI est divisé en 100 parts sociales. Monsieur et Madame Patrimoine, ils ont 50 parts chacun. L'emprunt, il est aujourd'hui encore important. Donc, avec notre notion d'actif net qu'on a vu tout à l'heure,
monsieur et madame patrimoine se disent c'est le moment de donner à nos enfants pour anticiper et qu'ils n'aient pas trop de droits au moment où on sera amené à décéder. Pour autant, même s'ils veulent anticiper la transmission, il n'est pas question de ne plus pouvoir aller dans la maison, ils veulent garder la gestion du bien, ils veulent pouvoir continuer à y aller en vacances. Enfin, voilà, c'est leur idée. Comment ils vont pouvoir faire ça? En passant par une société, ils vont avoir le choix de pouvoir donner la majeure partie des parts aux enfants, donc par exemple 98 parts. Dans les faits, la société qui possède la maison, elle est quasiment intégralement transmise. Ils vont conserver chacun une part sociale. Donc ainsi, ils conservent la qualité d'associé. Ils vont pouvoir garder la libre disposition du bien immobilier à l'intérieur. À noter que cette libre disposition, elle doit être prévue dans les statuts et que ça fonctionne le plus simplement quand on est en SCI transparente, en société transparente, on reviendra dessus. Et ils vont également conserver la gérance. Donc, dans les statuts, monsieur et madame patrimoine, ils sont gérants, révocables à l'unanimité des associés. Comme ils ont conservé la qualité d'associés, tant qu'ils ne votent pas pour eux, contre eux, ce qui devrait normalement pas être le cas, ils vont pouvoir rester gérants à vie. Et donc, ils conservent la gestion de la société et du bien à l'intérieur, et également la libre disposition. Donc là, on répond à leur objectif qui est de transmettre, mais de garder la main sur le bien immobilier, sur la société. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant et ça peut marcher également quand on est concubin, donc non marié. Voilà, il y a des stratégies à mettre en place. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais c'est vraiment passer par une société, ça nous permet d'anticiper tout ça et de protéger la personne avec laquelle on vit. Donc maintenant qu'on a évoqué les principaux intérêts de passer par une société, on se pose la question de quelle forme juridique choisir. Donc quand on parle immobilier, on pense directement à la SCI. D'ailleurs, c'est celle qu'on a abordée dans les exemples précédents. La SCI classique à laquelle on pense, c'est la SCI transparente. SCI transparente, c'est une SCI qui va prendre la couleur fiscale de ses associés. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que si nos associés sont soumis à l'impôt sur le revenu, alors les revenus de la SCI seront soumis à l'impôt sur le revenu, donc revenu foncier, et la plus-value sera soumise au régime des plus-values immobilières des particuliers, donc on a détaillé tout à l'heure. Si on a nos associés qui sont soumis à l'impôt sur les sociétés, la logique reste la même, impôt sur les sociétés sur nos revenus, et pour notre plus-value, on sera sur le régime de plus-value professionnelle, donc avec plus-value court terme et plus-value long terme, et donc réintégration de nos amortissements si on en a pratiqué. Un petit point sur l'impôt sur les sociétés, en termes de taux, on est à 15% en taux réduit, donc jusqu'à à peu près 38 000 € de bénéfices, et après 26,5%, et ça va passer à 25% à partir de 2022. Donc ça, c'est une baisse progressive de l'impôt sur les sociétés qui a été décidée, et c'est bien de l'avoir en tête. Donc la SCI transparente, elle va s'opposer à la SCI opaque, où là, on va être nécessairement à l'impôt sur les sociétés. Pourquoi est-ce que je vous précise ça maintenant ? Parce que Arthur l'a évoqué un petit peu tout à l'heure, la location meublée, c'est une activité qui va être commerciale d'un point de vue fiscal. Or, notre SCI, c'est une société qui a une activité civile par principe. Donc, si on fait de la location meublée à l'intérieur d'une SCI, elle va nécessairement basculer en SCI opaque et donc à l'impôt sur les sociétés. Et tout ce que ça engendre derrière en termes de plus-value avec notre réintégration des amortissements et notre imposition plus-value court terme, plus-value long terme, charges sociales, etc. Donc ça, c'est quand même un point important qu'on n'a pas forcément en tête, mais qu'il faut noter quand on ne peut pas faire simplement de la location meublée en SCI. Enfin, auquel cas, on passe à l'impôt sur les sociétés et c'est une logique qui va être différente. Donc, on a, pour éviter cet écueil-là, on peut avoir recours à d'autres formes de sociétés, dont la SARL de famille ou même la SNC. On va aborder aujourd'hui la SARL de famille. La SARL de famille, c'est une SARL classique, donc vous connaissez, une société commerciale, mais qui va pouvoir opter pour l'impôt sur le revenu sans limitation de durée, donc toute sa vie. Je reprends un petit peu, la SARL classique, c'est une société qui va être à l'impôt sur les sociétés par défaut. Donc, on a pendant nos 5 premières années de création de la société, on peut être à l'impôt sur le revenu, mais après ça, on va être obligatoirement à l'impôt sur les sociétés. Quand on passe par une SARL de famille, c'est un petit peu une exception, on va pouvoir opter sans limitation de durée pour l'impôt sur le revenu. Il y a une condition derrière ça, c'est que les associés doivent être des membres d'une même famille, donc membres
en ligne directe, les frères et sœurs, conjoints ou partenaires de PACS. La ligne directe, c'est grands-parents, parents, enfants. On ne va pas pouvoir avoir des associés qui vont être cousins éloignés, etc. Ça ne va pas fonctionner. De la même manière, pas d'associé personne morale. Même si la personne morale, elle est elle-même détenue par les membres de la famille, ça ne va pas marcher. Nécessairement associé personne physique et proche famille. Donc, l'intérêt d'avoir recours à ce type de société, la SARL de famille, c'est qu'on va pouvoir faire de la location meublée et qu'on va conserver notre imposition à l'impôt sur le revenu. Donc là, à la revente, notre plus-value, elle sera bien soumise au régime des plus-values immobilières des particuliers qu'on a évoqué, avec nos exonérations au-delà de 22 années de détention pour l'impôt sur le revenu et au-delà de 30 ans pour les prélèvements sociaux. Donc ça, premier avantage qui est quand même conséquent. Deuxième avantage qui n'est pas écrit ici, en termes de charges sociales, quand on est en SARL, donc société commerciale, le gérant, s'il est majoritaire, il va avoir le statut de TNS, donc travailleur non salarié, et donc être soumis aux charges sociales SSI. S'il est minoritaire, il va être assimilé salarié, et donc pas de charges sociales SSI. Donc ça peut être une stratégie mise en place. On peut faire une SARL de famille et prévoir que le gérant, il va être minoritaire, et donc comme ça, on va en quelque sorte esquiver l'imposition aux charges sociales SSI qu'Arthur avait pu évoquer dans la première partie. Donc, on peut très bien faire de la location meublée, du coup, et éviter toutes les problématiques liées aux cotisations, aux charges sociales. Ça, c'est un point qui a beaucoup évolué et qui est quand même assez important. Inconvénient, on l'a dit, pour la SARL de famille, il faut que les associés soient des personnes physiques de la même famille. Cet inconvénient-là, il peut être pallié par si on fait appel à d'autres formes de sociétés, pardon. Donc SNC que j'ai évoqué, et une autre société, enfin un autre schéma qu'on va évoquer en conclusion. Point de vigilance sur la SARL de famille, c'est une forme, alors tout à fait légale, hein, je tiens à vous le dire, tout ce qu'on vous présente aujourd'hui, c'est tout à fait légal, mais c'est une forme qui est assez peu maîtrisée par les différents interlocuteurs. Et donc, par exemple, si on a besoin d'obtenir un prêt pour acheter notre bien immobilier, ça peut poser souci, hein, parce que les banques, elles ne sont pas forcément très réceptives pour prêter à des SARL de famille. Donc ça, il faut l'avoir en tête si vous avez un projet immobilier. Et après, on peut mettre en place des solutions. Par exemple, créer une SCI, obtenir notre prêt, acheter notre bien, et quand on le met en location, on transforme la SCI en SARL de famille. Ça, c'est tout à fait possible. Mais voilà, c'est un point de vigilance important. Donc, on a vu tout au long de cette première et cette seconde partie l'intérêt, on va dire, d'avoir notre amortissement qui se rapproche de notre logique impôt sur les sociétés pour nos revenus, donc tout au long de l'exploitation et la location de notre bien, et de conserver nos abattements pour durée de détention sur notre plus-value, donc avec notre plus-value immobilière des particuliers. On a un autre schéma qui permet de mettre en place ce type de stratégie, c'est la holding patrimoniale. Alors, je vous le précise, hein, la holding patrimoniale, c'est un schéma qui est assez complexe, assez dense. Ça fait l'objet d'habitude, on fait des présentations d'1 heure là-dessus. Donc là, je vais l'aborder rapidement en 5 minutes. Bien sûr, hein, on sera à votre disposition pour en parler de manière plus détaillée, parce qu'en 5 minutes, on n'aura pas le temps de tout aborder en détail et que ce soit clair et limpide pour vous. Mais pour dire un petit mot là-dessus, la holding, c'est une société qui va en détenir une autre. C'est ça qu'on appelle une holding. Et la holding, c'est un outil, on peut s'en servir comme un outil de capitalisation et de réinvestissement, un petit peu comme une tirelire. En passant par une holding, on va pouvoir avoir le meilleur des deux mondes, donc vivre à l'impôt sur les sociétés pour nos revenus et avoir nos amortissements, et mourir à l'impôt sur le revenu pour nos plus-values, donc avoir nos abattements pour durée de détention. Comment on va pouvoir faire ça? On va passer par la logique de démembrement de propriété. Vous le savez, en droit français, on a notre pleine propriété qui se décompose en deux sous-parties. L'usufruit, qui est le droit d'utiliser le bien et de le louer et d'en percevoir les revenus, et la nue propriété, qui est le droit d'avoir la pleine propriété à terme lorsque l'usufruit va s'éteindre. Donc ça, c'est notre logique de démembrement. Là, dans le schéma de la holding patrimoniale, on va avoir trois personnes qui vont rentrer en compte. Notre personne physique, donc monsieur Dupont ou monsieur Patrimoine,
une holding qui va être à l'impôt sur les sociétés et notre SCI transparente qui va détenir notre immeuble, notre maison de Saint-Tropez par exemple, si elle était louée. Donc, on a notre holding qui va être usufruitière des parts sociales de la SCI transparente. Donc là, on va bien démembrer non pas l'immeuble, mais les parts sociales. Donc, notre holding elle va être usufruitière des parts sociales pendant une durée qui va être prédéterminée. Et notre monsieur Dupont ou monsieur Patrimoine, nu propriétaire des parts sociales pendant une durée du coup déterminée également en fonction de l'usufruit qui a été choisi. Pendant toute la durée de location et durée de vie de l'usufruit, les revenus ils vont être associés à l'usufruitier, hein, puisque c'est ce que je vous ai dit, l'usufruit, c'est le droit de percevoir les loyers, et donc on va prendre la couleur fiscale de l'usufruitier, donc la holding, impôt sur les sociétés du coup, et amortissement, et donc diminution de la base imposable. Lorsque l'usufruit va s'éteindre, monsieur Dupont va devenir plein propriétaire des parts de la SCI, et donc lorsqu'il souhaitera revendre l'immeuble, il va pouvoir le revendre avec son statut fiscal de personne physique et donc plus-value immobilière des particuliers et abattement pour durée de détention. Donc, on va vraiment avoir le meilleur des deux mondes dans ce cas-là. Petit point, non, même pas, gros point important, sur ces schémas-là, on a la notion d'abus de droit qui rentre en compte et il faut vraiment que ce soit un schéma bien ficelé. Il faut que vous soyez accompagné là-dessus parce qu'il y a des écueils et on peut facilement tomber dans les pièges. Donc ça, c'est important. On a terminé sur cette partie 1 et 2 du webinaire, sur ces parties 1 et 2. Donc, je vais laisser la parole à Camille pour poser des questions, que ce soit sur la deuxième partie ou même les questions qui n'ont pas pu être soulevées lors de la première partie. Et puis je vous remercie pour votre attention sur cette partie-là. Coralie, vous avez été très actif sur le chat, je vous en remercie. Je vais simplement reprendre une question qui est revenue assez souvent. Est-ce que je peux faire du meublé, une activité meublée au sein d'une SCI? Donc, la réponse est assez claire. La réponse est oui, mais vous allez basculer dans le monde à l'impôt sur les sociétés. Donc, nous ne serons pas dans les hypothèses que vient de présenter Coralie, c'est-à-dire SCI à l'IR ou SARL de famille à l'IR, qui, vous l'aurez compris, ont un réel intérêt. Pourquoi il faut éviter de faire du meublé dans une SCI à l'IS? C'est-à-dire pendant la gestion, vous allez bien pouvoir pratiquer l'amortissement. En revanche, l'inconvénient de cela, et c'est ce que vous avez dit Coralie, c'est que si demain vous voulez revendre le bien, donc c'est vraiment au moment de la revente l'inconvénient de l'impôt sur les sociétés, vous allez avoir deux plus-values qui vont être, si je puis dire, matérialisées, plus-value économique et une plus-value comptable, et qui vont être imposées à l'impôt sur les sociétés. Et en fait, je vais pas rentrer dans le détail, mais si vous voulez, cette plus-value économique et comptable peuvent être assez, si je puis dire, l'assiette taxable peut être assez élevée. Et donc, finalement, vous vous retrouvez avec un net en poche proche de zéro. Et donc, finalement, c'est pour ça qu'il faut éviter le monde à l'impôt sur les sociétés pour la détention de biens immobiliers si demain, vous avez une logique de revente de biens immobiliers. Je vous prie de nous excuser. Je ne peux pas reprendre toutes les questions, mais on va avoir un temps de réponse peut-être de 5-10 minutes. Oui, tout à fait. Merci Camille pour cette question. Effectivement, une question importante sur la location de meublé dans la SCI. Beaucoup de choses qu'on voit et qui ne marchent pas toujours. Et donc, ça peut résister jusqu'à ce que ça se fasse contrôler et requalifier. On a déjà vu un certain nombre. Pour les 2-3 minutes qui restent là, avant de passer au temps questions, vous avez tous reçu par mail de notre part vers 10h le lien vers le fameux feedback form pour vous inviter, à évaluer la présentation de ce matin et nous indiquer si vous souhaitez recevoir le support et si vous souhaitez aussi qu'on reprenne contact ou non avec vous. Donc, je pense, je n'ai pas vu, mais peut-être qu'on vous a également remis le lien dans le chat. Et si ce n'est pas fait, on va vous le remettre pour que vous puissiez également le récupérer par ce biais-là. Donc, pour finir, quelques prochaines étapes possibles ensemble, parce que là, il y a beaucoup de questions du coup qui ont été posées sur le chat. Certaines, peut-être, on ne pourra pas les répondre individuellement et on vous prie de nous excuser là-dessus. Donc là, on va
partir sur le temps questions-réponses, donc le feedback form pour récupérer, l'envoi de la présentation des goals si vous le souhaitez. Nous, on se tient à vos dispositions. Donc, on était 5 ce matin de l'équipe à maîtriser ce sujet. Hein. On est 22 collaborateurs. On maîtrise tous ces sujets de société et de location. Donc, on se tient à votre disposition. Nous, ce qu'on propose systématiquement à nos clients, c'est de se voir ou visio davantage dans les temps qui courent. 1 heure, c'est un rendez-vous sans aucun engagement ni honoraire, c'est important de le préciser, où on va essayer d'identifier ensemble des axes de valeur ajoutée. Et à la fin du rendez-vous, si on identifie ces fameux axes, voilà, on se met d'accord sur une lettre de mission, un suivi d'honoraire, où concrètement, le retour sur investissement moyen qu'on mesure chaque année, c'est à peu près 8 fois le montant de nos honoraires sur les 24 premiers mois. Donc, ça peut valoir le coup. Et ce qui peut valoir le coup, c'est que aussi, ce qu'on appelle les petites pépites, c'est que souvent, on vient nous voir sur un sujet et que nous, on arrive à mettre le doigt sur une erreur, une mauvaise case dans une déclaration d'impôt passé, le doigt sur un gros sujet de transmission, une optimisation, quelque chose qui est sous-optimisé. Et donc, c'est une petite heure qui peut concrètement rapporter gros. Donc, on se tient à votre disposition pour essayer d'aller la dégoter, cette pépite, ou juste de répondre à une question sous-jacente qui reste et à laquelle on n'aura pas répondu ce matin. Donc ça, c'est, si vous ne les aviez pas vus, c'est nos 5 belles photos avec nos coordonnées. Et du coup, ce que je propose, c'est que désormais, normalement, vous devez pouvoir avoir la main pour démuter chacun vos micros, et on se tient à votre disposition jusqu'à 10h30 pour répondre à vos questions. Et on vous remercie d'être restés connectés si nombreux jusqu'à la fin. On est monté à un peu plus de 75 participants, on a encore 70 à peu près. Donc merci pour votre écoute, votre attention. On espère que c'était clair. On a peut-être été approximatif sur certains points pour une raison de temps. Et donc merci à tous. Donc la première question, généralement, c'est la plus dure. Il faut être moins timide. Et vous poser une première question. Quand on a acheté plusieurs biens immobiliers donc pour faire du locatif et qu'on les a achetés en direct, est-ce que c'est coûteux de passer ça après en SRL de famille, les biens ayant été achetés par moi et ma femme? C'est une très bonne question. Vous pouvez tout à fait les apporter à une société et on va avoir le premier coût qui va être de créer la société, donc de rédiger les statuts et immatriculer auprès du greffe du tribunal de commerce. Et ça, on est de l'ordre de 1500, 1700 euros. Donc sur cette logique-là, on a ce premier coût. Et après, quand on apporte les biens, si on est en société qui va être transparente, il n'y a pas d'autres coûts à prendre en compte. Merci. Bonjour, moi j'avais une question concernant le démembrement. Est-ce que la présence d'une holding est impérative dans le montage? Ouais, c'est une bonne question aussi. Alors, on peut faire un démembrement sur le bien immobilier ou sur des parts de société. Là, l'intérêt de passer par la holding, c'est de pouvoir avoir la logique impôt sur les sociétés sur nos revenus, qu'on ne pourrait pas avoir si on démembrait en direct. Là, vraiment, l'idée, c'est d'avoir nos 3 parties, personne physique, holding, impôt sur les sociétés, qui nous permet d'avoir notre logique impôt sur les sociétés et amortissement sur nos revenus, et notre société SCI, de laquelle on démembre les parts. Donc là, oui, si on va avoir cette logique-là, c'est nécessaire de passer par une holding. D'accord. Et une question complémentaire, il y a une durée, j'allais dire, normale pour la détention de l'usufruit ou, j'allais dire, traditionnelle? Est-ce que ça se décide au moment du montage? Non, ça va se décider au moment du montage. Et après, le point important que j'ai évoqué aussi, c'est qu'il faut qu'il y ait un intérêt économique derrière. Donc, par exemple, l'associé, la holding, il faut qu'elle ait un intérêt derrière, qu'elle touche les loyers, que ça réponde à un vrai intérêt, pourquoi pas qu'on ait la notion d'abus de droit. Donc voilà, si vous voulez faire un démembrement sur un nombre d'années qui est vraiment énorme et que ce n'est pas cohérent, là, on va avoir un souci. Il faut vraiment regarder le montage au global, comment on l'articule et est-ce que c'est cohérent d'un point de vue économique. Oui, d'autant plus que c'est ici, dans le schéma qu'on a juste, en tout cas, on a juste ouvert en 2 minutes.
on parle d'une cession, c'est une cession temporaire d'usufruit. Et donc, une cession dit vente, donc il y a un prix sur cet usufruit temporaire. Donc, il faut l'évaluer. Et il y a deux techniques d'évaluation. Il y en a une qui peut être un peu limite, qui est je crois que c'est l'article 669 du Code général des impôts, qui dit que l'usufruit s'évalue à 23% de la pleine propriété par tranche de 10 ans. Bref, cette technique-là peut être un peu limite dans la mesure où la SCI peut valoir, la valeur comptable peut valoir 0. Si j'achète un bien à 1 million et que j'ai 1 million d'emprunt, 1 moins 1, 0. Et donc, si je fais 23% de 0, bah, ça fait 0. Et donc, on pourrait dire que l'usufruit temporaire vaut 0. Mais ça, c'est un peu limite. Et donc, parfois, il faut plutôt retenir des solutions comme une actualisation des flux futurs, de voir quels vont être les futurs loyers, actualiser ça sur la durée. Donc, c'est un peu plus technique, mais ça se fait quand même très, très bien. Donc, du coup, ce qui fait que si l'usufruit temporaire, bah, du coup, il est plus cher. Donc, c'est un inconvénient pour ça, pour la création du montage. Mais en revanche, ça permet de nettement solidifier le montage, parce qu'il y a des réels risques d'abus de droit sur ce montage, d'autant plus depuis le 1er janvier 2020, où ce type de montage ne doivent plus être faits à but exclusivement fiscal, mais principalement. Donc, si c'est fait dans un but principalement fiscal, c'est border, hein, les termes peuvent être requalifiés. Ok, merci. Merci pour ces premières questions. Dans le chat, il y a sinon une autre question. Peut-on détenir dans une même SCI un bien non meublé et un bien meublé? On peut, mais à partir du moment où on va avoir un bien qui va être meublé, on va être à l'impôt sur les sociétés sur l'ensemble de la SCI. Puisque du coup, la SCI, elle aura en partie une activité qui va être commerciale et donc société à l'impôt sur les sociétés par défaut, même si on a également un bien avec de la location nue et donc activité civile. Ouais. Sauf si vous décidez de ne pas louer meublé, vous avez des meubles qui sont là pour rien, et vous ne pouvez pas meubler, ça arrive. Et ça arrive souvent dans le cas, on est en location nue, on rencontre des personnes. Mais oui, il y a des meubles dedans, et il est même meublé, il y a même un bail meublé. Et dans les déclarations d'impôt, c'est un des exemples des pépites, tout est meublé, bail meublé, mais il n'y a juste pas eu les démarches et la comptabilité et les amortissements pratiqués. Et du coup, ça fait X années qu'on paye le double d'impôt inutilement. Bon, ça, c'est pas la question, mais ça me faisait penser à ça. Oui, merci Arthur. Il y a une question qui est revenue 2-3 fois là dans un chat privé, dans des chats privés. C'est, comme l'a rappelé Coralie, une SARL de famille, il ne peut pas y avoir de tiers. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir en associé une autre société au sein de la SARL de famille. Et il faut qu'il y ait un certain degré de lien de parenté. D'accord? Donc, c'est-à-dire que vous avez, demain, vous avez deux sœurs ou deux frères qui sont dans une SARL de famille. Pour le moment, il n'y a pas de problème. En revanche, au décès d'une des sœurs ou d'un des frères, effectivement, la sœur ou le frère va se retrouver avec ses neveux et nièces. Et là, justement, du coup, la SARL de famille peut ne plus être viable pour, si je puis dire, sa survie. Donc, il faut faire quand même attention sur la stratégie à l'instant, dans l'instant où on va la préconiser, mais aussi il faut qu'elle soit, si je puis dire, pérenne. Il faut que ce soit quelque chose qui puisse perdurer dans le temps et qui est vraiment un objectif long terme. Donc, ça reprend exactement les slides d'Arthur qui sont attention avant de faire une démarche, il faut vraiment avoir une vision court terme, mais aussi une vision long terme, afin de ne pas se prendre, si je puis dire, les pieds dans le tapis sur des conséquences fiscales ou patrimoniales. Exact. Et un point là-dessus, sur l'inconvénient de cette SARL de famille avec les associés du coup d'une même famille, si on veut mettre un associé tiers, soit un tiers, une personne physique, soit intégrer une société LIS qui aurait quelque part, exemple, 10% des parts de votre société qui achète l'immeuble pour faire un petit peu de compte courant d'associé, hein, pour prêter.
à votre SARL de famille. Donc ça, c'est pas possible, SARL de famille. Bah, une alternative, on a juste cité le nom, peut-être la SNC, la société en nom collectif, qui permet de faire cette activité de location meublée en restant à l'IR. Donc ça, c'est pas mal. Et avec en contrepartie un inconvénient qui est ce n'est pas la même responsabilité. Un SARL en a une responsabilité limitée. Sur une société, une SNC, la responsabilité est solidaire et indéfinie entre associés. Donc ça peut changer la donne. Il faut juste bien le savoir avant de se lancer. Mais ça permet quand même de répondre à un certain nombre de problématiques patrimoniales. Est-ce qu'il y avait d'autres excellentes questions dans le chat, Chloé ou Lucie? Il y avait une autre question, oui. Camille, tu voulais prendre la parole? Non, vas-y, je t'en prie. Une des questions, c'était peut-on annuler un compte courant apporté dans une SCI pour financer des travaux et permettre ainsi une transmission détournée? Alors, annuler un compte courant, peut-on annuler un compte courant dans une SCI, compte courant qui a servi à financer des travaux? Pour transmettre, faut s'intéresser au réel intérêt, parce que annuler le compte courant, ça va probablement, faut faire les calculs entre en cas de décès, si on n'avait pas annulé, comment ce compte courant, qui du coup est une créance qui va être rappelée à la succession, si elle n'a jamais été remboursée, de voir comment vont s'appliquer les abattements des droits de mutation anti-gratuits, les DMTG sur cette partie, versus la valeur de la société si on l'a transmise en partie ou totalement aux enfants. Donc il faut creuser la question, chiffrer et voir si si c'est possible, et deux, même si c'est possible ou pas possible, s'il y a un intérêt réel à faire ce type d'opération. Sinon, j'avais une petite question par rapport à l'IFI en SARL de famille. Si c'est notre activité principale et qu'on n'a pas d'autres emplois, donc c'est notre activité principale d'un point de vue professionnel, est-ce qu'on est exonéré d'IFI? Il faut revenir sur le slide de tout à l'heure. Il y a 3 critères. Il y a l'activité principale, effectivement, que vous avez bien dit. Et il y a 2 autres critères qui est, il faut que le résultat fiscal soit supérieur au revenu d'activité hors pension. Donc, il faut voir le résultat fiscal de cette activité de location meublée dans la SARL. Donc, j'imagine que ça doit être possible. Peut-être que dans votre cas, si les amortissements ne fassent pas tout et que le résultat de la compta de la SARL est positif, du coup, on aurait ce critère-là. Et après, il y a quand même le premier critère qui est que les recettes, donc le chiffre d'affaires, doit être supérieur à 23 000 euros. Donc, je ne sais pas si c'est le cas. Mais donc, si on cumule tous les critères qu'on a vus sur les 2 exemples, avec ou que de la retraite ou une partie retraite, une partie revenu, il faut regarder ces critères-là. Et après, la SARL de famille, en tout cas, en fait, on va appliquer les mêmes critères. Vu que c'est transparent fiscalement, ce n'est pas la SARL qui va nous empêcher ou nous permettre d'avoir ces critères d'exonération ou pas. Je ne sais pas si j'ai été clair sur la réponse. J'avoue que je pensais que ce n'était pas vraiment les mêmes règles, justement, le fait qu'on soit détenu en société. Après, il y a société et société. Donc là, on est transparent fiscalement. Donc, c'est une coquille. Il y a un intermédiaire entre vous et le bien. Après, sur ces critères d'IFI, non, ça va être la même chose. L'idée, c'est on va regarder l'ensemble des revenus. Ça va être sensiblement la même chose dans ce cas-là. Ok, merci. Et après, il y a l'IS, ça dépend, parce que l'IS, il y a des notions de valorisation IFI des sociétés où on calcule les. Ça, c'est un vrai casse-tête depuis que l'IFI existe, sur calculer les valorisations IFI de société, où il faut multiplier la valeur nette de la société par son ratio d'immobilier, ce qu'évoquait à un moment Coralie, qui fait que quand on a du cash dans la société volontairement ou involontairement, on peut avoir, ça peut être positif, on peut avoir une valorisation IFI d'une société plus faible que si on l'avait en direct. Mais on peut avoir dans l'autre sens également, on peut avoir une valorisation d'une société plus forte que si on avait le bien en direct. Donc c'est assez un casse-tête, mais ça c'est un autre point que le critère de bien professionnel pour aller chercher l'exonération sur les 3 critères qu'on a vus tout à l'heure.
Bonjour, c'est pas une question, c'est une confirmation. Le cas d'une SCI transparente, démembrée. Après le décès de l'un des membres, donc il y a le transfert de propriété. Et si j'ai bien compris, si vous détenez la SCI depuis plus de 30 ans, il y a une exonération sur les plus-values de tous les immeubles, même si les immeubles n'ont pas 30 ans. Alors, votre question, elle porte sur la transmission ou sur La cession. La cession par les nus propriétaires qui sont devenus en pleine propriété au décès. Ok. C'est un bon point. Pour moi, oui, si on cède les parts de la SCI, hein, donc ça veut dire tous les immeubles à l'intérieur, on aura bien notre délai de détention qui va être appliqué à partir du moment où on a récupéré la nue propriété. Donc si on l'a depuis plus de 30 ans, effectivement, on va être exonéré sur la plus-value de cession des parts de la société. Mais du coup, si on cède les parts de la société, hein, ça veut dire, dans l'hypothèse où on cède l'intégralité des parts, ça veut dire qu'on cède tous les immeubles à l'intérieur également. On ne va pas pouvoir diviser, dire qu'on en garde un, etc. C'est vraiment une logique. Là, si on cède les parts de la société, on cède tout ce qu'il y a à l'intérieur. Mais effectivement, notre délai de détention va s'appliquer sur les parts au moment où on les a acquises. Donc là, ça va être au moment où on a récupéré la nue propriété et non pas sur la date à laquelle on a acheté l'immeuble. J'avais compris la date de création de la SCI. Alors, ça va être la date au moment où on est devenu propriétaire des parts de la SCI. Donc, si elle a été créée par quelqu'un qui est ensuite décédé et qu'elle a été transmise, c'est au moment de le délai de détention, le délai de la date de l'acquisition, ça va être au moment où le vendeur va l'avoir récupéré dans son patrimoine, donc au moment de la transmission. De la transmission du démembrement. Ouais. Pas de la création de la SCI. Non. Si la personne qui cède les parts n'est pas la personne qui a créé, effectivement, c'est au moment où elle est devenue propriétaire, donc au moment de la transmission. De la nue propriété, si vous avez fait un démembrement. Oui, de la nue propriété. Le décompte va se faire à ce moment-là. La logique, elle reste de se dire à quel moment c'est rentré dans le patrimoine et donc quelle est la vraie date d'acquisition pour le vendeur. Ce qui est toujours énervant dans ce type, ou frustrant plutôt dans ce type d'optimisation, on se dit non mais là ça peut être super, il faut joindre les parts de la société. Sauf que voilà, en pratique, faut trouver l'acheteur. S'il achète cash, peut-être qu'il s'en fichera. Si c'est cash, une personne physique s'en fichera peut-être d'acheter les parts de SCI. Mais bon, voilà, aujourd'hui, tout le monde veut, globalement, c'est intéressant de financer pour faire du levier, pour déduire les intérêts d'emprunt. Donc, ces personnes qui connaissent cet intérêt-là auront probablement déjà leur structure ou n'auront pas envie, et s'ils veulent faire un prêt, pourront difficilement financer des parts de SCI, sauf s'ils sont vraiment leur banquier est très compétent. Et donc voilà, ça peut créer vraiment, ça peut bloquer la revente. D'autant plus s'il y a plusieurs biens à l'intérieur. Ok, merci. Avec plaisir. Bon, il est peut-être une dernière question dans la quarantaine des participants restants, et puis après on va en rester là pour ce matin. Il est 10h33, ça fait une heure et demie qu'on est ensemble, donc comme convenu, et donc on est après, comme on vous l'a dit, avec plaisir, on attend vos évaluations et vos éventuelles demandes de prise de contact pour qu'on puisse aller dégoûter ces pépites. Merci, au revoir. Très bonne journée, merci. Au revoir. Une question très brève en fait entre location meublée annuelle et saisonnière. Est-ce que ça, hormis le montant des revenus, est-ce qu'il y a une approche différente? Hormis le montant des revenus, est-ce qu'il y a une approche différente? En fait, je ne sais pas si ça va répondre à la question. Dès qu'on est en location saisonnière, et qu'on dépense, c'est toujours la location saisonnière et plus de 23 000 euros, boum, c'est les cotisations sociales. Donc, on peut être à plus de 23 000 euros, on peut être à 50 000 euros de recettes. Si ce n'est pas de la location saisonnière,
on peut ne pas avoir à payer de cotisations sociales. Donc, je ne sais pas si c'est ça votre question sur l'approche. C'était ça votre question? La question, c'était de savoir effectivement l'impact fiscal. Si, par exemple, j'ai un revenu de 30 000 € en saisonnier, est-ce que c'est comme avoir un revenu de 30 000 € en meublé classique? Alors, quand vous dites saisonnier ou meublé, quand vous dites meublé classique, c'est hors saisonnier, justement. Oui, hors saisonnier, ce serait 12 mois avec un bail. Il faut regarder, en fait, il faut voir le résultat. S'il n'y a pas de résultat, il faut voir les montants, il faut voir le BIC, là, le BIC net, le résultat taxable. Parce que si le résultat taxable est très faible ou nul, les enjeux sont vraiment pas significatifs sur le montant de cotisation sociale. Mais la question, il faut appliquer les deux exemples qu'on a eu tout à l'heure, un où les deux sont traités et l'exemple où il y avait que un retraité. Il faut faire un exemple après avec éventuellement les deux en activité et regarder les critères des seuils de revenus par rapport à l'ensemble des autres revenus du patrimoine pour savoir si ça peut vous faire basculer en loueur meublé professionnel au sens de l'impôt sur le revenu et donc vous faire payer des cotisations sociales. Donc, en fait, il faudrait regarder vraiment dans votre cas vos autres revenus, les recettes de l'activité et le résultat de l'activité de location meublée pour savoir vraiment la différence concrète entre les deux dans votre situation. Ok, ça répond à la question, merci. Bon, parfait. C'était pas facile de répondre à la question comme ça parce que du coup, forcément, on ne connaît pas votre situation, vous l'avez bien en tête ou pas. Et, réponse un peu généraliste, si on peut dire. Mais, après, on peut en discuter. Allô? Allô? Oui, allô? Oui. Je voulais vous demander, en ce qui concerne l'exonération de plus-value en cas de revente, dans les cas de meublé professionnel, il me semble qu'après 12 ans, on est exonéré de plus-value. C'est bien le cas, non? On a une exonération, donc l'exonération qu'on a vue qu'Arthur a évoquée, partielle ou totale, ça c'est si LMP de plus de 5 ans et recettes inférieures à 90 000 €. Et on a également une autre exonération qui est possible, effectivement, c'est quand le LMP a plus de 5 ans et qu'on n'est pas éligible, donc on a plus de 90 000 € de recettes, on a un abattement de 10% par an sur notre plus-value. Et donc au bout de 15 ans, donc à partir de la 5e année, on a un abattement de 10% par an. Donc, au bout de 15 ans, on va être exonéré. Mais par contre, je n'ai plus en tête si ça s'applique également à la plus-value long terme. Donc, après 15 ans, il n'y a plus aucune plus-value, ni court terme, ni long terme. C'est complètement net d'impôt. Non, ça, c'est à vérifier. Je n'ai plus en tête si ça s'applique à plus-value court terme et long terme. Mais effectivement, on a une exonération qui peut être totale ou partielle. Pour moi, c'est total. Hein. OK. A priori, voilà. C'est ce que je pense. Il n'y a pas de plus-value sociale, rien du tout. OK. Même sur les charges sociales, si on est… À mon avis, oui. Maintenant, c'est une erreur de ma part. Je sais que… C'est un bon point qui peut mériter d'être vérifié. Et effectivement, c'est une bonne nouvelle si cette durée de détention plus longue que le critère des 5 ans permet une exonération et de la PV. A priori, après 15 ans, on est totalement net d'impôt. Maintenant, sauf erreur de ma part. Mais tout l'enjeu, c'est ça. De toute façon, c'est d'aller chercher des durées, c'est facile à dire, mais des durées de détention longues, que ce soit dans un monde pro avec ce LMP ou non pro en LMNP ou en revenu foncier. Voilà, c'est de s'y prendre le maximum en amont pour aller chercher des abattements quels qu'ils soient et à le transmettre sur des valeurs comptables plus faibles, parce qu'au début, si on a un emprunt, c'est là que la valeur nette sera la plus faible. Et c'est là qu'il y a le plus d'optimisation possible quand on s'y prend en amont, quand on n'a pas besoin de repayer des frais d'apport, quand il faut basculer un bien direct via une société. Tout ça, éviter les surcoûts inutiles. Tout à fait. Okay, merci. Parfait. Je vous propose qu'on en reste là pour ce matin. Donc, merci pour vos questions.
Merci pour votre présence jusqu'à 10h39 et avec plaisir pour se rencontrer. Donc, merci à tous. Très bonne journée et à bientôt.